Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a esta conferencia a 4 años del 25 de enero, transformación, retos y escenarios en Egipto. La conferencia contará con la participación de Nadine Abdallah, politóloga egipcia e investigadora asociada en el Arab Forum for Alternatives, el foro árabe para las alternativas, y nos acompaña también Ricard González, periodista y autor del libro Ascenso y Caída de los Hermanos Musulmanes. No es ningún secreto que el 25 de enero marcó para la región hace 4 años un periodo convulso. Me parece que a Nadine le hacen falta unos auriculares, ¿verdad? Permítame un momento. Helen, si puedes, gracias. El levantamiento popular del 25 de enero en Egipto ocupó los titulares, como bien sabemos, en todo el mundo y puso fin al gobierno de Hosni Mubarak. Y resulta a 4 años necesario hacer un balance del acontecer sociopolítico en el país árabe más poblado de la región. El entusiasmo inicial, que fue grande, que además ha habido muchos testimonios que pudimos ver en televisión, pero también seguramente los que siguen los medios sociales. Yo recuerdo perfectamente haber abierto mi cuenta de Twitter exactamente hace 4 años para enterarme de lo que pasaba en la Plaza Tahrir y seguir con mucho entusiasmo lo que ocurría. Ese entusiasmo ha sido reemplazado por una transición accidentada y para muchos agotadora. 4 presidentes y 14 elecciones después, la sociedad egipcia está polarizada y las anheladas reformas en las estructuras del poder siguen sin realizarse. Las condiciones de desigualdad y pobreza también persisten e incluso son más acuciantes. عيش حرية وعدالة اجتماعية, pan, libertad y justicia social. Eran las demandas que se escuchaban en el 2011 en las calles del Cairo y son igual de válidas en el 2015. La toma del poder del presidente Abdel Fattah el-Sisi plantea también nuevas inquietudes para el camino democrático y las libertades individuales por las que cientos de personas se sacrificaron en la Plaza Tahrir. Ayer al menos unas 15 personas se murieron en manifestaciones distintas celebradas en Egipto, coincidiendo con este aniversario. Entre ellas Shaima el-Sabbagh, líder de la Alianza Popular Socialista, un pequeño partido de corte izquierdista y laico. Las propias autoridades egipcias confirmaron esto. Otra treintena de personas resultaron heridas, tanto en el Cairo como en otras ciudades, en Alejandría. El Ministerio del Interior aseguró que no utilizó fuego real. Mientras tanto, la Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar los sucesos. Esto es también un patrón que a muchos nos suena familiar. El gobierno ha utilizado también la lucha contra el terrorismo para, digamos, poner fin a las concentraciones. No se permiten las concentraciones y habían advertido que no se permitirían las concentraciones en la jornada de ayer. En cualquier caso, hay un contexto que analizar y para ello tenemos aquí a Nadine Abdallah y a Ricard González. Nadine comenzará, hará hincapié en los factores que explican el estancamiento del proceso de transición en Egipto y por su parte Ricard abordará los retos a los que se enfrenta el gobierno de Sisi y su relación con el islamismo político. Nadine, bienvenida y te cedo la palabra. Tout d'abord, je remercie Casa Árabe pour cette invitation. Ça me fait grand plaisir de partager cette soirée avec vous. Je traiterai 2 points principaux dans ma présentation.
La première, c'est les choix stratégiques des élites politiques au cours de la période transitionnelle prolongée en Égypte. La deuxième, ou de ceci découle l'analyse que je vais faire de trois dynamiques. Tout au début, les dynamiques d'exclusion et de radicalisation qui ont trouvé une transition consensuelle au niveau des acteurs politiques. Deuxièmement, les dynamiques qui se jouent au sein même de la société et qui entravent le passage vers un ordre plus inclusif ou démocratique. Troisièmement, les défis que rencontre le régime actuel. Je défendrai trois arguments en principe. Tout d'abord, la difficulté dont souffre la transformation égyptienne à passer vers un ordre plus démocratique émane, dans mon point de vue, de l'échec continu des élites politiques à formuler un nouveau pacte ou une redéfinition inclusive des règles du jeu. Deuxièmement, cet échec est plutôt la conséquence d'une série de mauvais choix politiques que la conséquence de conditions structurelles, c'est-à-dire la faiblesse organisationnelle entravant la réussite du processus. Moi, je ne veux pas dire par là que les conditions structurelles ne passent pas sur la transition en Égypte. En revanche, ce que je voudrais dire ou démontrer, c'est que l'inconscience des acteurs de ces défis structurels, ou en d'autres termes, leur mauvaise estimation des rapports de force, explique les erreurs stratégiques qu'ils ont commises ou l'attitude radicale qu'ils avaient adoptée tout au long des processus. Troisièmement, je vais expliquer que le régime actuel, qui est la conséquence d'ailleurs de l'échec du processus transitionnel, souffre d'une série de défis au niveau structurel et social. Tout d'abord, il faut dire que le Conseil militaire, tout au début, il a fait une série de choix stratégiques qui ont contraigné les choix stratégiques des autres acteurs. Tout au début, il a décidé de préserver autant que possible la structure légale et constitutionnelle ancienne en poussant vers l'établissement des élections parlementaires avant la rédaction de la Constitution. Deuxièmement, il a essayé de préserver autant que possible l'ancienne élite politique ou démocratique ou bureaucratique. Troisièmement, on a vu une certaine réticence quand même à établir des réformes institutionnelles. Et donc, le Conseil militaire a plutôt exploité les structures bureaucratiques existantes pour gouverner son agenda de transition au lieu d'opter pour des réformes. La réaction des partis libéraux ou des mouvements de jeunesse, quelle a été dans ce contexte? Moi, je dirais qu'ils n'ont pas pris conscience vraiment de leur faiblesse organisationnelle. Et ils ont plutôt poursuivi une approche révolutionnaire ou radicale qui a poussé pour le maximum dans toutes les choses. Par exemple, ils ont fait pression pour une nouvelle constitution au lieu de déléguer cette question pour le futur et se suffire, par exemple, de la constitution de 1971. Aussi, ils ont refusé de s'unir pour construire un partenaire capable de négocier avec le Conseil militaire ou de faire contre-pouvoir avec les frères. On a vu que la conséquence de cela a été visible dans les élections présidentielles de 2012 où on a vu la confrérie devant l'ancien régime parce que les forces de l'opposition ont refusé de s'unir. Ok, je suis désolée. Et donc, cette dynamique de radicalisation a empêché la création d'un certain compromis entre les deux côtés, soit l'ancienne élite politique ou l'opposition politique. Elle a empêché d'une autre manière la présence d'une négociation entre les deux côtés. Comment j'explique ce choix radical qui a été fait par les forces de l'opposition libérale ou par les mouvements de jeunesse dans cette période? Je l'explique par deux facteurs. Premièrement, ils ont surestimé leur capacité réelle de pénétration au sein de la société. Deuxièmement, je dirais qu'ils n'ont pas été au courant des défis structurels dont souffre l'Égypte, c'est-à-dire le niveau de pauvreté, le niveau d'éducation, la proportion de la classe moyenne au sein de la société, leur faiblesse organisationnelle. Ils n'ont pas compris vraiment qu'il y a des conditions qui ne favorisent pas un changement radical en Égypte et qu'il fallait plutôt penser à un changement graduel et non pas radical. J'explique cela peut-être par leur manque d'expérience politique ou leur manque de maturité politique dans ce temps. Pour les frères musulmans, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont approuvé l'agenda de transition
conservatrice qui a été mise en place par le Conseil militaire. Et en contrepartie, ils ont acquis la possibilité d'exploiter au plus vite leurs forces organisationnelles aux élections parlementaires et aux élections présidentielles après. Donc, le plus important pour moi est de dire que les élections parlementaires et présidentielles se sont établies sans que deux étapes nécessaires pour le succès de la transition en Égypte aient lieu. Tout d'abord, ces élections ont eu lieu, soit parlementaires ou présidentielles, en Égypte en 2011 et 2012. Ils ont eu sans que les règles du jeu soient négociées entre les acteurs politiques. Ils ont eu lieu sans que vraiment un cadre consensuel ait lieu entre les acteurs qui vont jouer ce jeu. Aussi, cela a eu lieu, ou ces élections ont eu lieu, sans que les réformes des institutions de l'État n'aient lieu pour garantir leur impartialité. Ainsi, les frères musulmans sont arrivés au pouvoir sans qu'un cadre politique consensuel n'ait été établi entre les acteurs politiques. Je dirais que cela va faciliter la chose pour les frères musulmans afin qu'ils forgent tout le cadre politique et social d'une manière qui sert seulement leurs intérêts politiques et sociaux. Si on passe à la période des frères musulmans, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques qui ont eu lieu et qui ont mené à la situation où l'Égypte est maintenant là. Je dirais que principalement, 3 erreurs stratégiques ont eu lieu. Premièrement, les frères ont choisi de contrôler les institutions de l'État et non pas de les réformer. Deuxièmement, ils ont refusé de compromettre en ce qui concerne le processus constitutionnel ou la rédaction de la nouvelle constitution en 2012. Encore pire, ce processus a été terminé par la promulgation du président d'une déclaration constitutionnelle le 22 novembre. Et cette déclaration a immunisé à la fois la décision du président et de l'Assemblée constitutionnelle de tout contrôle juridique. Troisièmement, ils ont refusé ou ils ont été incapables de construire des alliances avec d'autres forces sociales ou d'autres forces politiques, des alliances qui peuvent soutenir leurs décisions de réforme ou leurs décisions politiques et sociales. Donc, au lieu de compromettre, la confrérie, ce qu'elle a choisi, c'est de présenter des menaces existentialistes aux autres acteurs, soit politiques ou sociaux. Comment expliquer leur choix? Moi, je dirais que ce choix qu'ils ont fait, ce choix radical qu'ils ont fait, émane de 2 problèmes. Premièrement, ils ont vraiment surestimé leur capacité. Ils ont surestimé leur capacité de gouverner le pays, leur poids politique, et ils ont sous-estimé la force des forces libérales à conférer une certaine légitimation au processus politique, leur capacité à mobiliser la rue contre eux. La perspective dont les frères musulmans voyaient toutes les choses était plutôt une perspective électorale. Et donc, ils ont vu que les forces de l'opposition, puisqu'elles n'avaient pas un poids électoral dans ce temps, comme s'ils n'existaient pas. Deuxièmement, ils ont fait un mauvais calcul aussi en ce qui concerne l'institution militaire. Les frères avaient estimé que la garantie des intérêts de l'institution militaire au sein de la Constitution de 2012 était une garantie que l'institution militaire n'allait pas intervenir. Mais ceci était un mauvais calcul en fait. Parce que l'institution militaire, en voyant qu'il y avait une violence et une contre-violence civile au sein de la société, une incapacité de gouverner, elle a dû en fait intervenir. Il faut dire que cela s'explique aussi par la présence d'une aile radicale qui gouvernait la confrérie en ce temps. Donc, je veux dire que cette période-là, elle s'est terminée en se trouvant, où l'Égypte s'est trouvée devant un nouveau pouvoir, qui est le pouvoir des frères musulmans, qui a échoué à formuler d'une part un pacte avec les institutions de l'État et d'une autre part un pacte avec les nouveaux acteurs politiques ou sociétals, l'opposition politique, les nouveaux syndicats.
Ainsi, l'intervention militaire, elle est venue pour confirmer à la fois l'incapacité des frères à gouverner, ainsi que l'effondrement du second processus de transition en Égypte. Je voudrais dire que ceci démontre d'une certaine manière que les procédures démocratiques sont un déterminant nécessaire pour une transition réussite. Cependant, elles demeurent insuffisantes. Le plus important est qu'elles se passent au sein d'un cadre politique consensuel. Le plus important, c'est qu'elles se passent au sein d'un cadre politique et social consensuel entre les principaux acteurs politiques. Si on passe à la période de l'éviction du président Morsi, qui a suivi l'éviction du président Morsi et l'arrivée actuelle du président actuel au pouvoir, j'aimerais dire ou expliquer qu'à la suite de l'échec des frères musulmans à reformuler les règles du jeu d'une manière inclusive, maintenant on est dans une période où les institutions de l'État, à la tête desquelles l'institution militaire, mais aussi le pouvoir judiciaire et le pouvoir policier, deviennent dès lors chargés implicitement d'organiser la sphère publique et politique en Égypte. Le problème est qu'ils ont le pouvoir d'organiser et de redéfinir les règles du jeu maintenant, puisque les frères musulmans n'ont pas réussi à le faire, mais d'une manière qui est également exclusive et d'une manière qui est également non inclusive et qui n'arrive pas à inclure tous les acteurs au sein du règle du jeu. Je dirais que la stratégie du régime actuel se base sur 3 piliers. Le premier est une construction d'une sorte d'autoritarisme que j'appelle un autoritarisme légal. Cet autoritarisme consiste à promulguer des lois ou des amendements de loi avant les élections parlementaires afin de réaliser 2 objectifs. D'une part, verrouiller l'espace politique et d'autre part, dépolitiser la société. Je donne comme exemple la promulgation d'une loi qui a contraigné les démonstrations, une promulgation de loi qui a contraigné le financement interne et externe des ONG, une promulgation de loi qui a posé des contraintes sur les activités politiques au sein des universités, ainsi que même la loi des élections parlementaires qui devront avoir lieu en mars-avril. Cette loi-là a été imposée d'une manière exclusive et elle favorise plutôt les réseaux clientélistes au sein du nouveau Parlement que les nouveaux acteurs. Deuxièmement, je dirais le contrôle aussi complet de la rue et le rejet des démonstrations, même pacifiques. Et c'est ce qu'on a vu un peu le samedi passé lors des démonstrations qui ont eu lieu en souvenir de la révolution du 25 janvier, où la police a intervenu et on a vu qu'une personne a été décédée. Troisièmement, l'instrumentalisation de certains médias pour neutraliser moralement les acteurs qui expriment une voix radicalement opposée au régime. Cependant, ce que j'aimerais dire, c'est que le plus dangereux se passe maintenant au niveau de la société, qui a presque construit un accord social interne. Cet accord entrave le passage vers un ordre plus démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dirais qu'il y a 4 dynamiques qui se passent maintenant au sein de la société et qui entravent un passage vers la démocratie ou un passage vers un ordre plus inclusif. Je dirais qu'avant 2011, ou plutôt après 2011 et jusqu'à 2013, il y avait toujours une volonté de réformer les institutions de l'État en Égypte. C'était vraiment une demande de la rue. Qu'il y avait des problèmes avec les institutions et qu'il fallait un peu les réformer. Mais maintenant, le slogan général, c'est plutôt qu'il faut les garder comme elles sont
à cause des pressions du terrorisme, à cause de la peur du chaos, à cause de la peur de l'instabilité. Et donc, maintenant, il n'y a plus une volonté ou une pression pour réformer vraiment ces institutions. Deuxièmement, je dirais qu'il y a un vrai rejet de la politique en Égypte au sein de la société. Depuis 2011 et jusqu'à 2013, la société était vraiment submergée par la politique. Ils tous parlaient de la politique, demandaient de la politique. Les rues étaient tous pleines de talks et de parler de politique. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a une autodépolitisation de la société qui a vu que la politique n'a pas vraiment changé leur vie. Ils ont vu que la politique a détérioré même leur vie. Et donc, cela explique le refus de la politique et même des élites politiques. Troisièmement, de ceci en découle un refus de toute voix qui exprime une opposition ou une vision différente maintenant. Certains médias privés se sont appropriés d'une manière tout à fait volontaire ce rôle de neutralisation de toute voix opposée. Mais aussi certains citoyens, d'une manière tout à fait spontanée, ont joué ce rôle de policiers les uns sur les autres parce qu'ils veulent vraiment garder la stabilité du régime actuel. Ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent garantir cette stabilité, ce régime en tant que tel, mais plutôt c'est qu'ils veulent garantir la stabilité et le rejet du chaos, en tout cas. Un rejet d'une stabilité qui va mal avec leurs intérêts économiques et sociaux. Quatrièmement, je dirais qu'on assiste aussi à ce que j'ai appelé une balkanisation de la société. Avant 2011, la société égyptienne était divisée socialement. Il y avait des conflits entre certaines catégories sociales, telles que les ouvriers et le régime, par exemple, tels que les hommes d'affaires et le régime aussi. Il y avait toujours ces conflits, mais chaque catégorie essayait de résoudre ces conflits d'une manière paisible et tout à fait à part des autres catégories. Maintenant, on assiste à une nouvelle dynamique au sein de la société. Vraiment, la société est plutôt divisée en deux ghettos clos qui se détestent un peu. Ce qui est nouveau, c'est que chaque catégorie, soit les ouvriers, soit les hommes d'affaires, soit les révolutionnaires, soit l'ancienne élite politique, tous sont conscients maintenant, plus conscients maintenant qu'avant, des conflits d'intérêts qui existent entre une catégorie et l'autre. C'est cela le nouveau. C'est la conscience qu'il existe un conflit d'intérêts, une conscience de cela plus qu'avant. Pourquoi cette régression sociétale à laquelle on assiste maintenant? Je dirais qu'il y a trois facteurs qui expliquent cela. Premièrement, la détérioration des conditions sociales et économiques les 4 années passées. Cela s'explique par la régression du tourisme, par les pertes d'emplois, par beaucoup de facteurs qui ont fait beaucoup de pression sur les gens. Deuxièmement, l'expression d'une certaine fatigue de l'instabilité, du chaos que beaucoup de secteurs de la société expriment. Moi, j'expliquerai cela comme la société, je vais dire que la société est comme une voiture. La société ou certains secteurs de la société, pas toute la société, mais certains secteurs de la société avaient une capacité de courir de 30%. Or, on a fait pression pendant les 3 années passées à ce que cette société ou cette voiture court à 100%. Elle n'a pas vraiment cette capacité. Elle n'a pas vraiment ce pouvoir sociologique de le faire. Et ceci explique un peu pourquoi cette voiture est retournée au point zéro, ou pourquoi cette société est retournée au point zéro. Le troisième facteur et le dernier, c'est une certaine conscience plus claire de l'absence d'une alternative politique. En fait, il y a un manque de crédibilité que certains secteurs de la société éprouvent à l'égard de l'opposition politique, ou l'élite politique qui est apparue un peu à leurs yeux comme plutôt destructive que constructive. Mais quand même, il ne faut pas dire que la vie est tout à fait noire. Il y a aussi des dynamiques positives qui ont eu lieu au sein de la société
tout au long des 3 années ou 4 années qui ont passé. Je dirais aussi qu'il y a 2 facteurs qui expliquent ou 2 dynamiques positives qui peuvent vraiment mener à un changement en Égypte si ces acteurs les prennent en compte. Je dirais qu'au cours des 4 années passées, des réseaux sociaux qui croient au principe de la révolution du 25 janvier se sont formés. Si jamais ces réseaux arrivent à se connecter entre elles, si elles arrivent à s'organiser, ils pourront construire dans le futur le noyau d'une nouvelle alternative politique. Deuxièmement, je dirais qu'il y a des révisions qui sont en train de prendre place au sein des rangs de l'opposition politique, soit les partis libéraux, soit les mouvements de jeunesse, en ce qui concerne leur stratégie radicale antérieure. De ceci découle aujourd'hui une adoption d'une approche plus graduelle par ces acteurs qui consiste à travailler avec la société dans des projets locaux tels que, disons, les problèmes de poubelles en Égypte, les problèmes des accidents de la rue, ou des projets associatifs, ou des projets sociaux relatifs à l'analphabétisme. Ils essayent de travailler dans ces projets avec les gens dans la rue, dans les quartiers, afin de construire une base sociale réelle, afin de construire un certain capital social. Ce capital social, cette base, peut être transformée dans le futur en un capital politique ou un pouvoir de changement politique. Mais le problème, ou ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut partager les problèmes plutôt quotidiens des gens dans la rue, dans les quartiers, plutôt que de parler de la politique au niveau abstrait. C'est ce que beaucoup de secteurs de la société rejettent à l'heure actuelle. Je dirais que des facteurs temporels et structurels aident à consolider la stabilité du régime à l'heure actuelle, à l'instar de l'absence d'une alternative politique, le radicalisme islamiste au niveau régional. Je dirais aussi que construire un ordre inclusif apparaît comme utopique aujourd'hui en Égypte. Non seulement car les frères musulmans sont exclus du jeu, mais aussi car la sphère politique se clôt de plus en plus. En revanche, une question doit se poser. Est-ce que ce régime actuel en construction pourrait construire un nouveau pacte politique plus stable, même si exclusif? Est-ce que ce régime en cours de construction pourrait établir un ordre plus stable, même si autoritaire? Moi, je dirais que, étant donné le manque de ressources économiques du régime, pour garantir un ordre stable, même si autoritaire, certaines conditions doivent exister sur 2 niveaux. Et cela n'est pas le cas, au moins pour le moment. Le premier niveau, c'est le niveau de la médiation politique, ou le niveau de la construction d'un soutien sociétal. Le président égyptien se base actuellement sur sa popularité et sur une relation qu'il estime directe avec le peuple. Mais vraiment, une question se pose là. Pour combien de temps une telle stratégie pourrait persister face aux pressions économiques et politiques dans le futur? En fait, le verrouillage de la sphère politique actuellement entrave la formation d'une élite ou d'une classe politique qui pourrait absorber une partie des chocs politiques et économiques ou se transformer dans le long terme en une alternative politique. Se pose aussi une autre question. Pour combien de temps la dépolitisation de la société est-elle possible? Pour formuler le même pacte que Moubarak avait établi avec certaines catégories de la société et qui était donner des besoins économiques en échange du soutien politique, il faut avoir les mêmes ressources que le régime de Moubarak avait. Il avait certaines ressources économiques que ce régime actuel ne possède pas. Il est difficile donc pour un régime qui a des ressources limitées de priver la société à la fois de ses droits économiques et de ses droits politiques en même temps. On n'assiste pas vraiment maintenant à une réforme de la fédération syndicale officielle ou à une loi des libertés syndicales.
Il est important peut-être de penser ici aux pactes de Moncloa qui ont été établis en Espagne en 1977. Ces pactes-là sont importants parce que il y avait un nouveau contrat social qui s'est établi entre le régime sur socialement comment on peut continuer. Ce n'est pas le cas maintenant en Égypte. Quel genre aussi d'opposition le régime pousse à construire? Cela, c'est une question. Le verrouillage de la sphère politique et la répression augmentent les dynamiques de radicalisation, soit de la part des frères musulmans ou de la part des mouvements de jeunesse. Un jour, ces dynamiques pourront être intenables s'ils augmentent et s'ils se dispersent géographiquement. Peut-être elles ne pourront pas renverser le régime, mais ils pourront poser plus de chaos. Au niveau des réformes institutionnelles, un problème se pose aussi. Pour réussir, il faudrait mener une stratégie de réforme institutionnelle, de la bureaucratie de l'État, des institutions de l'État. Mais là, une contradiction émerge. Le président actuel, il pense ou il estime que les institutions de l'État sont un peu comme sa propre base sociale ou un peu comme son parti politique. Donc, il ne pourra pas vraiment augmenter la pression au-delà d'un certain seuil. De là se pose la question. Pour combien de temps encore ces institutions inefficientes et affaiblies aujourd'hui plus que jamais pourront persister sans réforme? Pour combien de temps ils seront aussi légitimes aux yeux des citoyens? Je finirai par un peu conclure par 3 scénarios futurs sur lesquels se base ma présentation, où ce sont un peu des choses que je peux tirer de la présentation et des données que j'ai essayé de donner. Tout d'abord, je dirais qu'il y a un scénario tout à fait optimiste. On assiste en Égypte à des pressions sociales, à des pressions politiques, sur le régime. Ces pressions ou ces mouvements arrivent à se lier entre elles avec des liens sociaux. Ils arrivent aussi à s'organiser de plus en plus. Dans ce cadre-là, on pourrait arriver à une certaine donnée où il y a des pressions sociales, des pressions politiques, plus ou moins organisées, qui obligent le régime à s'ouvrir de lui-même et donner lieu à un processus graduel. Peut-être dans 4 ans, les élections prochaines seront quelque chose d'important dans ce cadre. Donc ça, c'est le scénario le plus optimiste et c'est celui qui garantit un changement graduel en Égypte dans la période future ou dans les longs termes. Deuxièmement, il y a un scénario plus noir, ou le plus noir. On assiste à une certaine révolte sociale et spontanée au sein de la société à cause de la détérioration des besoins économiques, à cause de l'absence de la médiation politique dont je viens d'expliquer. Quelque chose de similaire à ce que l'Égypte avait vu en 1977, mais peut-être plus fort. Face à cela, je pense qu'il y aura une répression croissante. Cette répression pourrait ou bien guider vers un changement de façade dans le régime, juste un changement de façade qui ne mène à rien, ou à plus de chaos et plus d'instabilité. Entre le noir et le blanc, il y a aussi le scénario gris. C'est la continuation du statu quo. On a un régime qui n'arrive pas d'une part à établir ou à formuler un pacte social, mais on a de l'autre part une opposition politique qui n'arrive pas à s'organiser ou à faire de pression sur le régime. On a un régime qui n'arrive pas à aussi formuler un pacte social, mais il arrive quand même à donner par-ci et par-là des calmants à la société, des calmants sociaux, une rente sociale qu'il arrive peut-être à former dans le futur.
Et donc là, on serait dans le scénario, un scénario probable pour le cas égyptien, et qui est Egypt is too big to fail, and Egypt is too big to float. Et je finirai par là et je vous remercie. Muchas gracias, Nadine, por este análisis extenso y con 3 escenarios futuros. Le voy a ceder la palabra a Ricardo González y después pasaremos a los turnos de pregunta. Y bueno, pues no sé si al final tendrás los mismos, coincidirás con los mismos escenarios a futuro que los que ha planteado Nadine. Ricardo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Karim, y muchas gracias a la Casa Árabe por darme la posibilidad de participar en esta conferencia, y buenas tardes a todos los asistentes. La verdad es que yo tengo una visión bastante parecida a la que ha expresado Nadine. Pondría pocos matices a su presentación. Estoy de acuerdo con su visión general de que el principal problema que ha tenido la transición egipcia ha sido la incapacidad de sus actores políticos de llegar a consensos, a amplios consensos. Creo que si miramos estos 4 años han sido una suma de órdagos, una suma de envites entre los principales actores políticos, vividos siempre como unas luchas de poder, yo creo, que no han permitido crear unas reglas de juego pactadas y comunes que permitieran una cierta alternancia entre los diferentes sectores y facciones políticas, ¿no? Ha imperado una visión de suma cero en la que si yo gano, tú pierdes, y no es posible llegar a un escenario en el que ganemos todos, ¿no? Los hermanos musulmanes, por haber sido los que han detentado el poder durante el periodo después de las primeras elecciones democráticas, quizás tengan una mayor responsabilidad que otras fuerzas, pero ni mucho menos es la culpa principalmente suya o únicamente suya, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los actores y políticos en Egipto y su falta de capacidad de pactar y consensuar, yo creo que han habido durante estos 3 años, sobre todo justo después de la revolución, 3 grandes actores. Por un lado tenemos los hermanos musulmanes como grandes representantes del islamismo político, que es una ideología muy importante en Egipto, liderando un sector en el que también había otros pequeños partidos islamistas, pero ellos eran el centro de este actor. Otro actor, yo creo que eran los movimientos de jóvenes revolucionarios laicos, y en este grupo, que algunos autores llaman el Egipto cívico, también podríamos incluir a los partidos que estaban, o los movimientos de oposición durante la época Mubarak, que se constituyeron en partidos políticos justo después de la revolución, y que han ido a menudo, sobre todo en 2011-2012, a remolque de estos activistas revolucionarios, ¿no? Muchas veces la calle acababa marcándoles el paso, ¿no? Y entonces el tercer actor, aparte de los hermanos musulmanes y los jóvenes revolucionarios, es lo que en Egipto se llama a veces el Estado profundo, que es una red de instituciones e intereses que era el que apoyaba, que resultaban pues un poco los pilares del régimen de Mubarak. Y entonces aquí encontramos pues instituciones propiamente estatales, como pueda ser el Ministerio del Interior, como puedan ser los servicios de inteligencia, la judicatura, los medios de comunicación, y también pues una serie de redes clientelares, de caciques rurales o incluso en áreas urbanas, ¿no? Y este actor, que lo lidera el ejército, o sea, digamos, dentro de esta red de interés e instituciones, el que marca el paso es un poco el ejército, es el que yo creo que ha recuperado el poder plenamente después del golpe de Estado del 2013. Creo que después, en esa fecha, en julio de 2013, no estaba muy claro exactamente hacia dónde iba a ir el país. Yo creo que era lógico pensar por parte de algunas personas que el nuevo tiempo político iba a dar un mayor protagonismo a algunos actores que habían estado ausentes durante la época de Mubarak, ¿no? Hay que recordar que la revuelta contra Morsi es una alianza entre el Estado profundo y los jóvenes revolucionarios y los partidos de oposición laicos,
Y por lo tanto parecía que, además en un primer momento, no hemos de olvidar que hay un gobierno de transición en el que el presidente es el presidente del Tribunal Constitucional, pero el primer ministro formaba parte de un partido político laico, ¿no? Y entonces había la perspectiva de que el régimen, que no empieza con Mubarak, sino que el régimen de Mubarak es una sucesión, es una variante del régimen de Nasser del 52, pues que este nuevo régimen, que en el fondo es el antiguo, va a dar mayor protagonismo a unos sectores sociales que durante el régimen Mubarak estaban excluidos, sobre todo pues los partidos políticos laicos, ¿no?, que habían apoyado el golpe. Sin embargo, han ido pasando los meses y hemos visto que realmente quien corta el bacalao en Egipto son los servicios de seguridad y las instituciones del Estado profundo, ¿no? No han sido realmente, creo, capaces de ampliar mucho esta coalición de apoyo al régimen, ¿no?, al Ejecutivo. De todas formas, creo que está todo en movimiento, por lo tanto no es una foto fija, sino que esto es más bien algo fluido que está en movimiento, y creo que un momento bastante importante para evaluar dentro del régimen qué pesa más, ¿no?, o cuáles son las distribuciones de poderes van a ser las próximas elecciones legislativas, que van a empezar en marzo y se van a celebrar también la segunda ronda en abril. Y hay que ver hasta qué punto, por ejemplo, los hombres de negocios vinculados al partido de Mubarak, disuelto, hacen un retorno a la escena política egipcia o no. Creo que es una de las grandes dudas de las próximas elecciones, ¿no? Un poco el reparto de poderes dentro de este régimen, que tiene muchos puntos en común con el régimen de Mubarak, ¿no? Por ejemplo, los hermanos musulmanes vuelven a ser la bestia negra del Estado, como eran antes, con un nivel de represión mayor. Durante el régimen de Mubarak se gobernó durante 3 décadas de forma ininterrumpida con una ley de emergencia. Ahora no tenemos una ley de emergencia, pero tenemos algo parecido gracias a la ley de manifestaciones, que es una ley bastante restrictiva. Y por lo tanto hemos vuelto a una situación en muchos frentes muy parecida a la previa a la revolución, ¿no? Entonces, a veces me encuentro gente que me hace la pregunta de ¿la revolución se ha acabado ya? O sea, eso fue, o aún estamos, hemos dado un paso para atrás, pero quizás para dar 2 hacia adelante, ¿no? La verdad es que Oriente Medio en general y Egipto en particular tiene la tendencia a dejar en ridículo a cualquiera que quiera hacer predicciones de futuro. Por lo tanto, las mías tómenlas con mucha prevención. Yo creo que el periodo, digamos, revolucionario, este periodo de llamaradas, ¿no?, en las calles, ¿no?, de politización, que ahora se ha despolitizado, ¿no?, de politización de la sociedad, yo creo que ha acabado. Y ya digo que me puedo equivocar, pero yo no veo que pueda haber un proceso de nuevo de demandas ampliamente apoyadas por la población, de cambios radicales en el sistema político. Creo que ahora mismo, si hay una actitud que domina entre la población en Egipto, más que el apoyo al régimen o a la oposición, es la apatía, ¿no? Es el distanciamiento de la política. Meternos en política no nos ha llevado a nada, es muy peligroso, y por lo tanto creo que la mayoría de la población lo que hace es simplemente confiar en que el país va a ir mejor y distanciarse un poco del activismo político, ¿no? De todas formas, por lo tanto, yo creo que de los 3 escenarios que señalaba Nadine, el más probable es el último, el tercero, ¿no? Creo que ella decía que el régimen actual iba a ir aplicando calmantes al tejido social y político egipcio sin llegar a hacer las reformas necesarias, pero evitando que hubiera un gran estallido, ¿no? Yo creo que esta probablemente es el escenario más probable, porque aunque es verdad que el régimen ha sido capaz de cerrar
¿no? Ella utilizaba, creo que en francés, la expresión verrouillé, el espacio político, ¿no? El panorama político egipcio. Sí que hay algunas señales que si yo estuviera en el gobierno egipcio me parecerían preocupantes y no me permitirían ser muy halagüeño, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que continúan habiendo huelgas obreras, bastantes huelgas, y el otro es lo que incluso en los propios medios oficiales se apoda como el problema de la juventud, ¿no? Cuando hubo tanto el referéndum constitucional de la nueva constitución, que es la ahora en vigente, en enero del 2014, como después en las elecciones presidenciales en las que gana Sisi de Mayo, los medios hablaron de youth problem, el problema de la juventud, porque en los colegios electorales se veía que no había muchos jóvenes, que predominaban las gentes de edad avanzada, ¿no? Porque los jóvenes, incluso en las encuestas que hay de los institutos de opinión oficiales, que son unas encuestas que por varios motivos hay que cogerlas con pinzas, pero el apoyo al presidente y al gobierno siempre registra, aunque son muy elevadas, siempre registra unos porcentajes menores entre la juventud, ¿no? Entonces hay un distanciamiento, ¿no?, entre al menos una parte de la juventud y el régimen. Si tenemos en cuenta que Egipto es un país con una media de edad muy joven, eso significa que seguramente a corto plazo el régimen puede contar con una cierta estabilidad, pero que a largo plazo, si no es capaz de acabar con esa desafección de la juventud, puede volver a esta juventud a politizarse, ¿no? Entonces yo diría que los retos que tiene actualmente planteado el gobierno son sobre todo dos. Uno es la economía, es ser capaz de aportar mejoras tangibles en la calidad de vida y en el nivel de vida de los egipcios, que yo creo que esta era una de las grandes demandas de la revolución, era libertad, pero siempre vinculada a una mayor prosperidad, ¿no? La gente lo que ha visto es al contrario, el turismo ha dejado de venir, la inversión también se ha frenado y hay una percepción de crisis económica y de falta de perspectivas, ¿no? Creo que el gobierno apuesta fuerte a hacer de la economía el centro de su acción de gobierno y esta es su principal preocupación, ¿no? La segunda preocupación y el segundo reto es el reto político. El principal partido de masas de Egipto y el que ganó las primeras elecciones, los Hermanos Musulmanes, están actualmente completamente proscritos, están ilegalizados, tienen toda su cúpula en la cárcel y miles de sus simpatizantes o militantes en las cárceles. Y eso al principio generó una gran inestabilidad social, con muchas manifestaciones, con explosiones de violencia bastante fuertes. A base de reprimir estas manifestaciones, las protestas en las calles se han ido reduciendo y el país presenta ahora una imagen de mayor estabilidad, pero creo que lo que pasó ayer nos demuestra que sin un verdadero consenso o sin un pacto con la oposición islamista, Egipto nunca va a tener una estabilidad real, y esto es una opinión personal, obviamente que imagino que muchos no estarán de acuerdo, pero yo creo que sin un pacto el país podrá tener ciertos periodos de estabilidad, pero nunca va a ser continuada en el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos, junto al de mejorar la calidad de vida de los egipcios del gobierno actual, es llegar, yo creo, o cuál va a ser en el futuro su relación con los hermanos musulmanes y a nivel más general con el islamismo político. Mi opinión es que a corto plazo se va a mantener la situación actual de status quo. No creo que haya en el próximo año o quizás 2 años, yo no veo personalmente ninguna perspectiva de cambio, pero creo que a medio plazo o a largo plazo sí que se va a acabar produciendo este pacto para la coexistencia entre el régimen actual y los hermanos musulmanes. La historia de Egipto y de los hermanos musulmanes señala que este ha sido muchas veces el resultado final después de periodos de represión más fuertes, más intensos, y por lo tanto yo creo que esta vez acabaremos también
acercándonos más tarde o más temprano a este escenario, ¿no? Por lo que decía, también por el hecho de que yo dudo de que sean capaces el régimen actual de traer una estabilidad. Por lo tanto, creo que el régimen tarde o temprano va a tener el incentivo de llegar a un pacto con los hermanos musulmanes. Creo que eso no va a pasar a corto plazo porque tanto el gobierno como los hermanos musulmanes creen ambos que el tiempo juega a su favor y que en el futuro van a tener una capacidad negociadora más fuerte, que van a estar en una posición negociadora más fuerte. El régimen, porque considera que su apuesta por el desarrollo económico, a través de los grandes proyectos como la construcción de un segundo canal de Suez, va a acabar impactando y llevando más prosperidad y una prosperidad tangible. Yo no sé si eso puede ser así. Ahora mismo Egipto está creciendo al 3%, pero durante la época de Mubarak el PIB crecía al 6%, pero eso no fue suficiente para llevar oportunidades a los jóvenes, porque Egipto tiene una tasa de natalidad muy alta y tiene que crecer a un ritmo muy elevado para poder crear suficientes puestos de trabajo, ¿no? Y entonces no sé si van a conseguirlo, pero el régimen apuesta porque se va a consolidar y va a ser capaz de mejorar el nivel de vida, el nivel económico del país, y por lo tanto cree que una vez lo haya conseguido va a estar en una posición de poder, va a aumentar su apoyo en una posición de mayor poder para negociar con los hermanos musulmanes unas condiciones más ventajosas, ¿no? Y lo que quiere también, yo creo, el régimen, por lo que a mí me han dicho algunas fuentes, es que primero quieren acabar los procesos judiciales contra los hermanos musulmanes y sus líderes, que sean juzgados, que de alguna forma sufran el escarnio público de ver cómo les caen sentencias, graves sentencias y condenas, y desprestigiarlos así ante la sociedad aún más, si no lo están ya suficientemente. Y por parte de los hermanos musulmanes, el cálculo es creer que este régimen, como no está proporcionando un sistema de libertades a los jóvenes, y como creen que no va a ser capaces, que van a fracasar en su impulso de desarrollo, los hermanos musulmanes consideran que tarde o temprano va a haber una explosión popular de protesta, y que entonces eso les va a empoderar a ellos para poder llegar a una negociación más favorable que la actual. Por lo tanto, los dos consideran que el futuro les va a llevar a una situación mejor de la que están ahora, ¿no? Por lo tanto, creo que el escenario más probable durante el corto plazo es un mantenimiento de esta situación, ¿no? Y bueno, no me quiero alargar más porque creo que la intención es daros el espacio y el tiempo a vosotros para preguntar. Por lo tanto, lo dejo aquí, y cualquier otro tema en el que queráis profundizar, pues ya lo escogéis vosotros.